Bonjour, Fréquence Hémato est un nouveau média qui a pour ambition d'informer et de former les spécialistes, mais aussi les médecins, les patients et leur entourage. Avec les soutiens de notre site grand public Pourquoi Docteur et de notre émission phare Les Jeudis de l'information, qui depuis près de 3 ans réunit chaque semaine des milliers de médecins, on va essayer de faire ce travail d'information. Notre invité est aussi le rédacteur en chef de ce nouveau média, le professeur Mohamed Mohty, chef de service d'oncohématologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quand même une vraie mission d'informer des cibles aussi différentes. Pourquoi vous avez... En fin de compte, c'est vous qui avez dit un vrai média touche tout le monde. C'est indispensable. C'est indispensable aujourd'hui. On ne peut plus concevoir notre métier, ce que l'on fait, uniquement sous l'angle de l'expert hyper spécialisé. Aujourd'hui, on a besoin de mettre tout le monde à niveau, entre guillemets, parce que la prise en charge d'un malade, c'est un puzzle. Et pour que le puzzle soit complet, il faut tous les acteurs, y compris le malade lui-même. Alors, il faut bien comprendre que quand je disais qu'informer des cibles aussi différentes, c'est notre travail de tous les jours, en fin de compte, d'informer que ce soit les médecins, les patients. Là, c'est pour vous, oncohématologue. C'est-à-dire, c'est un service que l'on rend à l'oncohématologie de pouvoir suivre et diffuser cette information. Absolument. C'est dans ce sens-là que vous avez voulu le faire. Absolument, parce que la discipline avance tellement vite, l'état des connaissances progresse tellement qu'on a besoin d'établir ces ponts, aussi bien avec tous nos autres correspondants, des autres spécialités, mais également les collègues généralistes, mais aussi avec le malade, qui doit devenir acteur au sens propre de sa maladie. Alors vous allez me dire que ce n'est pas votre cas, mais c'est quand même un reproche que l'on fait aux spécialistes, qui plus est hospitaliers, de ne pas consacrer peut-être le temps qu'il faut à l'information de leurs correspondants. Les lettres arrivent pas toujours... vous avez des circonstances atténuantes, mais c'est aujourd'hui une obligation pour que ça fonctionne. C'est indispensable. C'est indispensable. Bien évidemment, ça ne sera jamais parfait, mais il faut bien commencer. Alors ce sera donc un spécial JDF, Fréquence Hémato. Vous avez choisi comme sujet les cartes T-cell, et je dois dire... C'est un excellent choix vous savez que je fais ce métier depuis un certain temps, que je vais dans les congrès, et je pense que l'histoire de ces lymphocytes dressés au combat, pour moi, ça restera dans mon top 10. Alors on va essayer de bien vous raconter l'histoire, mais vous avez voulu d'abord commencer par un rappel sur l'importance et plutôt les besoins nécessités par la greffe de moelle. Oui, parce qu'aujourd'hui, parler des CAR T-cells, il faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Et le contexte, c'est en réalité lié au système immunitaire. Système immunitaire où on sait aujourd'hui que dans la prise en charge des cancers, beaucoup de chimiothérapie, beaucoup de traitements par radiothérapie ont atteint, je dirais, le plateau, ont atteint leurs limites. Or, certaines formes de cancer agressifs, avancé, on sait, grâce justement à l'allogreffe de moelle osseuse, que le système immunitaire est un excellent agent, outil anti-cancer. Alors rappelez-nous d'abord les indications justement de la greffe, dans quelle pathologie maintenant la greffe fait cette approche. L'allogreffe de moelle osseuse ou de cellules souches, aujourd'hui, elle est pratiquée couramment, je dirais dans les 2/3 des cas, dans des leucémies aiguës, où effectivement on n'a pas encore des médicaments curatifs. On a également tout ce qui est lymphopathie, dans une moindre proportion, mais aussi les déficits de la moelle osseuse, l'aplasie médulaire, syndrome de certains déficits immunitaires. Et donc l'allogreffe, pour tous ces malades, c'est le traitement curatif. Mais, comme vous le savez, le problème de l'allogreffe, c'est, outre trouver le donneur, c'est sa toxicité et sa mortalité. Alors, ça concerne combien de patients par an, là, les allogreffes en France ? Environ, c'est 1700 allogreffes par an en France, et c'est en constante augmentation. Pour combien d'échecs ? À peu près... parce que vous dites que si ça marche, on ne va pas s'intéresser à la suite, mais 1700 allogreffes
qui obtiennent des résultats positifs dans quelle proportion? C'est très difficile de vous répondre parce que c'est difficile de comparer les indications. Mais si on prend un exemple, vous prenez l'exemple d'une leucémie aiguë myéloïde, par exemple, on sait qu'à 5 ans, les résultats peuvent atteindre 50% de survie, ce que aucune thérapeutique médicamenteuse dans ces leucémies aiguës de haut risque ne peut atteindre, par exemple. L'autogreffe, on n'en parle pas L'autogreffe, si, elle est toujours pratiquée. On fait d'ailleurs plus d'autogreffe que d'allogreffe. Les deux indications principales sont le myélome multiple et les lymphomes. Mais pourquoi on ne fait pas d'autogreffe, justement, dans les pathologies que vous venez d'évoquer? Qu'est-ce qui empêche de les faire? Alors, déjà, on n'oppose pas toujours auto et allogreffe, puisque ce sont deux concepts différents. Dans l'autogreffe, vous faites appel à l'intensification chimiothérapique. Et les données dont on dispose montrent que c'est efficace dans des pathologies comme le myélome multiple et les lymphomes, hodgkiniens ou non hodgkiniens. Alors que dans l'allogreffe, vous avez recours à la puissance du système immunitaire. Et ces leucémies aiguës qui sont les majoritairement candidates à l'allogreffe sont moins sensibles à la chimiothérapie intensive et vraisemblablement répondent mieux à l'effet immunologique. Greffe de sang de cordon, ça reste tout à fait quelque chose de anecdotique ou... Ça reste une option valable, mais aujourd'hui l'activité de greffe de sang de cordon chez les adultes du moins est en chute libre, il faut reconnaître, parce qu'on a d'autres sources de donneurs plus simples à obtenir et à manipuler. Alors, on a dit qu'on allait s'intéresser au bout de la greffe. Donc, c'est-à-dire que la greffe ne fonctionne pas, on est arrivé au bout des solutions thérapeutiques. Qu'est-ce qui se passe? On va chercher à cibler plus, aider plus l'immunité. Et là, quelles sont les pistes? On a vu qu'on va parler des CAR-T-cells, mais il y a quand même d'autres pistes aussi. Aujourd'hui, l'allogreffe, c'est ce que j'appellerais, dans le langage des logiciels, la version 1 d'un logiciel de manipulation du système immunitaire. On a suffisamment de données pour dire que le système immunitaire est défaillant dans beaucoup de cancers. Il y a ce qu'on appelle l'échappement au système immunitaire. Donc aujourd'hui, comment redynamiser, réactiver ce système immunitaire? Je dirais, il y a deux grands chapitres. Un premier chapitre par la manipulation, la modulation pharmacologique. Donc là, ce sont des molécules, des médicaments, des perfusions, des comprimés. Les checkpoint inhibiteurs. Ça s'appelle checkpoint inhibiteurs. C'en est un exemple. Ouais. Et là, l'idée, c'est de réveiller certaines cellules du système immunitaire, je dirais, qui ne font pas leur travail. Mais on peut également manipuler et ingénierer, comme on dit, trafiquer en quelque sorte des cellules du système immunitaire comme les lymphocytes pour les rendre tueurs. Donc faire des lymphocytes des bandes du GIGN de l'immunité. La première stratégie des checkpoint inhibiteurs, c'est en cours, il y a déjà des résultats. Absolument, il y a énormément de données, il y a même des médicaments qui ont leur autorisation de mise sur le marché dans différents cancers. Donc ça a été une immense avancée dans beaucoup de cancers. Pourquoi on s'intéresse à une autre... on n'a pas attendu d'être au bout de cette méthode-là pour lancer l'autre, c'est-à-dire des manipulations des lymphocytes T? Parce que les avancées vont toujours en parallèle, en même temps. Mais vous voyez, ce sont deux solutions complémentaires ou qui vont être opposées à terme? Non, probablement complémentaires, voire même synergiques. Mais comme toujours, nous sommes aujourd'hui, il faut reconnaître, si vous me permettez ce mot, on est un peu à la préhistoire de tout ça. Vous êtes sévère avec vous. Je ne suis pas sévère parce qu'on sait que affiner, optimiser l'usage de ces médicaments, élargir les indications, maîtriser le profil de toxicité, ça met quand même un peu de temps. Or, on est vraiment au début de l'aventure. Alors, autre début d'aventure, et c'était quand même le but de cette émission pour rendre quand même en plus un grand coup de chapeau à votre discipline, les CAR-T-cells. Alors j'avoue que j'ai d'abord été surpris par la simplicité de la méthode sur le papier.
Vous pouvez nous dire qu'on prend des cellules, des lymphocytes T, d'un malade qui va pas bien, hop, on les envoie aux États-Unis, et là, on nous renvoie des super soldats. C'est caricatural, mais c'est ça. Alors, bon, d'abord, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on en fait. Ah, pour le moment, vous envoyez aux États-Unis. Il y a beaucoup de laboratoires européens qui en font et qui travaillent dessus. Et qui donnent lieu à des essais, enfin des traitements dans notre pays. Absolument. Il y a des essais. Alors, je parle à l'échelle européenne. Ouais. À l'échelle européenne, il y a des laboratoires et des équipes qui travaillent. Néanmoins, pour revenir à votre question importante, effectivement, a posteriori, c'est toujours excitant et fascinant, c'est très simple. Mais encore fallait-il y penser. Je suis d'accord. Donc, le concept, c'est d'abord, vous identifiez votre cible. Il faut quand même qu'il y ait une cible, parce que vous parliez de GIGN, mais le GIGN, on apprend à tirer sur une cible. Oui. Donc, c'est là où vous identifiez un antigène. Oui. Aujourd'hui, l'antigène le plus commun, le plus largement utilisé dans les CAR T-cells, même s'il y a des essais ailleurs, c'est le CD19. Pourquoi ? C'est un bon antigène, fréquemment exprimé sur les leucémies aiguës lymphoblastiques, qui sont la première indication de ces CAR T-cells, mais également dans les lymphopathies B au sens large, les lymphomes non-Hodgkiniens par exemple. Aujourd'hui, il va falloir diriger en quelque sorte votre lymphocyte qui puisse s'accrocher sur sa cible et puis en quelque sorte vous envoyer une armée de terre sur le lieu du combat pour aller directement tuer la cellule maligne. Et contrairement à la greffe de moelle osseuse, où là, vous lancez de manière non ciblée une arme de destruction massive, là, ça passe ou ça casse, là, vous êtes dans le traitement chirurgical, si j'ose dire, très ciblé. Et c'est là le grand succès de ces CAR T-cells. On pourrait penser qu'effectivement c'est simple sur le papier, mais que ça n'aurait pas suffi d'identifier une seule cible. Et là, sauf que alors je sais que vous n'aimez pas le mot miracle, moi non plus, mais on va raconter l'histoire d'une thérapie. Hein. On part sur un malade qui ne va pas bien, qui est en phase terminale d'une leucémie. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le développement, comme toujours en oncologie, on commence par les malades les plus avancés, les plus graves, donc pour lesquels il y a très peu de ressources. Et puis progressivement, on remonte les lignes. C'est comme ça que vous allez nous expliquer qu'on va passer de 10 malades par an à plus de 1000. Mais on fait quoi concrètement ? C'est-à-dire qu'on prélève quoi d'abord ? On prélève chez ce malade candidat les lymphocytes. Donc on fait ce qu'on appelle une lymphaphérèse. Une cytaphérèse. Simple. C'est un acte, je dirais, répandu, facile à faire. L'échantillon part. L'échantillon part au laboratoire où ces CAR T-cells sont fabriqués. C'est là où il y a toute la manipulation génétique. Vous me dites qu'il y a plein d'endroits dans le monde maintenant. Pendant très longtemps, c'était quand même un procédé très américain, ça. Hein. C'est vrai que les Américains ont été les premiers à, je dirais, poser les indications et traiter des malades. Il fait quoi le laboratoire américain ? Il reçoit les lymphocytes T du malade. Ces lymphocytes T sont manipulés, sont transformés en ces fameux CAR T-cells, donc c'est toute l'ingénierie. C'est ce qu'on appelle des chimères en fait. Hein. Voilà, ce sont des CAR, c'est antigènes chimériques, en quelque sorte, parce que vous avez une sorte de mix. Mais ils font comment pour les rendre, pour passer d'un lymphocyte fatigué à un lymphocyte guerrier ? Justement, c'est là où vous l'équipez, vous l'armez. C'est un peu comme votre exemple de GIGN. Mais c'est une manipulation génétique extrêmement précise. C'est une manipulation génétique extrêmement précise. Dans la première description, remonte quand même à 1989. Et là, ça me permet de souligner, puisque vous posiez la question tout à l'heure quand j'ai utilisé l'expression préhistoire. 89, on est en 2018, ça vous dit le temps qu'il a fallu de passer de la première description... Par manque de technologie ou par j'allais dire faiblesse du système Non, pas du système militaire. C'est simplement... les progrès nécessitent différentes étapes. Et ces étapes sont acquis progressivement. Là, les étapes, elles ont été bien franchies, puisque au bout de combien de temps revient il faut quand même un certain temps pour transformer... Il faut
3 à 4 semaines. 3-4 semaines. Bon, on espère que le malade n'est pas mort entre-temps, parce que ce sont des malades qui ne vont pas bien. Bien sûr. L'échantillon revient, c'est sous quelle forme? C'est une injection, une perfusion. Une perfusion. On fait une perfusion. On injecte ces cellules, et ces cellules vont aller cibler leur objectif. Alors là, le GIGN, il arrive, il intervient partout, c'est l'affolement général. On pourrait penser que ça serait le corps réagit violemment contre ces... Alors, c'est là où on touche du doigt. Tout à l'heure, j'ai insisté sur l'aspect chirurgical, l'aspect très ciblé, mais malheureusement, il peut y avoir des dégâts collatéraux. Et donc, actuellement, outre leur efficacité, ce qu'on commence à bien connaître, c'est aussi la toxicité de ces cellules qui peuvent être aussi mortelles du fait de leur effet secondaire. Parce qu'il y a une telle activation du système immunitaire que des fois le système déborde. Alors j'ai cru comprendre qu'on traitait ça avec des anti-inflammatoires extrêmement puissants, quand il y a des dégâts collatéraux, non? Absolument, absolument. Donc parmi... En réanimation d'ailleurs la plupart du temps. Absolument. L'anti-interleukine 6, donc des médicaments anti-cytokines inflammatoires extrêmement puissants. Donc ce qui rajoute un niveau de complexité. Oui, alors si on est face à des malades qui ne vont pas bien, qui se retrouvent avec une réaction de corps qui sont... Mais... Je dis bien mais, si ça fonctionne, c'est-à-dire si on arrive à lutter contre cette réaction inflammatoire et faire en sorte que les lymphocytes T modifiés arrivent, là par contre c'est spectaculaire. On a un taux de rémission extraordinaire, ces rémissions peuvent perdurer dans le temps, et c'est quand même le prérequis d'une guérison. Alors une des histoires qu'on a racontées ensemble, une gamine qui est en juin, étant en phase terminale quelque part, se retrouve faire la rentrée des classes en septembre. Extraordinaire. Alors ça, quand même, vous ne l'avez pas vu si souvent que ça dans votre carrière. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a tout cet enthousiasme autour de ces cellules. Si vous avez la chance d'être dans une discipline où on guérit les gens. Et là, on parle de rémission, de guérison avec ce système-là. D'abord, on commence toujours par une rémission avant de déclarer une guérison. Mais c'est vrai qu'une rémission qui se maintient dans le temps, c'est le synonyme de la guérison à un moment ou à un autre. Alors le temps passe, on va aller maintenant arriver sur les critiques. Bon, critiques, on a vu, c'est lourd, hein, c'est pas une thérapeutique très facile, coûteux. On évoque des chiffres importants, 500 000 € pour la technique et puis 500 000 € pour appliquer tout ça. C'est des chiffres aujourd'hui qui sont toujours d'actualité. Ce sont les chiffres qui sont avancés. Il est clair que les limitations, c'est la complexité. Le coût, il est avancé. Mais je ne désespère pas que les choses, au fur et à mesure, vont se démocratiser de plus en plus. Et que la concurrence, déjà, va sûrement vers son jeu. On espère. Mais ça se passe comme aujourd'hui. Si le professeur Motti, Saint-Antoine, se lance dans ce traitement, peut-être, vous avez des patients ou pas encore? Actuellement, nous, on a un protocole de CAR allogénique, qui est encore une autre histoire. Mais on finira par ça. Mais comment vous faites avec l'assurance maladie quand vous leur annoncez qu'il y a un traitement à 1 million d'euros? Pour l'instant, on ne fait rien, puisqu'on n'a pas de prise en charge. Mais vos confrères, ils font comment? Le problème, il est le même. Actuellement... c'est des décisions très uniques. Pour l'instant, c'est un grand débat, je dirais, sociétal. Oui, c'est ce qu'on voit d'ailleurs assez souvent, des espèces de levées de fonds au nom de certains malades pour pouvoir payer ces traitements-là directement. Justement, ce sont ces situations-là qu'il va falloir qu'on évite et que tous les malades puissent avoir accès aux thérapeutiques dont ils ont besoin. Alors, on a vu que c'était un prêt-à-porter, un sur-mesure invraisemblable, la haute couture américaine à disposition des médecins français. Vous venez de parler du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on envisage de faire ces cellules de façon peut-être un petit peu moins précise, mais qui peuvent coûter moins cher à fabriquer. C'est ça, ce que vous appelez les cellules? Alors, avant de parler du prix, je crois, c'est un aspect pratico-pratique. Tout à l'heure, on a parlé de ces fameuses CAR T-cells autologues, c'est-à-dire on les prend du malade et on a décrit la durée et les risques d'attente pour le malade. Et vous-même, vous avez cité que le malade peut évoluer péjorativement pendant cette période d'attente. Donc, idéalement, vous auriez envie, on aurait tous envie, d'avoir un produit tout prêt à utiliser, ce que vous appelez le prêt-à-porter. Et c'est là où il va falloir avoir recours à des cellules de tierce partie, comme on dit. Moins bien, quoi, quand même. Pour l'instant, on ne sait pas.
Alors, tout à l'heure, j'ai utilisé la préhistoire. On est encore à la préhistoire de ça. Mais ça y est, c'est parti. Les protocoles sont en cours. Et il y a des malades qui vont avoir... Il y a des malades qui les ont reçus déjà. Donc, vous viendrez vous raconter la fin de l'histoire. Vous nous annoncez quelques dizaines de malades en ce moment. Mais enfin, logiquement, ça ne va pas s'arrêter là. C'est quoi la suite de l'histoire ? Comme toujours, une thérapeutique, ça commence en matière de développement par les cas les plus avancés, donc c'est un petit nombre, mais au fur et à mesure, effectivement, les indications vont s'élargir. Quand on regarde la cible, le CD19 par exemple, et son niveau d'expression et le nombre de malades qui peuvent être candidats et éligibles, là, on peut dépasser plusieurs centaines. Oui, enfin, on était ensemble au congrès de l'ASH, on me parlait même de plusieurs milliers. Tout le monde était... alors, plusieurs milliers que multiplie 1 million d'euros. Là, on est dans des chiffres où, de toute façon, il va falloir faire quelque chose. Est-ce que ce n'est pas l'illustration de la médecine à deux vitesses, là, cette histoire de Carticel ? Je ne sais pas si on peut parler aujourd'hui de 1 ou 2 ou 3 vitesses. Là n'est pas, à mon avis, le débat. Faut pas se payer cette thérapeutique, quand même. On est d'accord, tout a un coût et la société doit tenir compte de cela. Ce que j'ai voulu dire, c'est que l'évaluation, à mon sens, doit se faire de manière en termes de vie gagnée. C'est-à-dire aujourd'hui, notre société doit se déterminer pour savoir combien on est prêt à investir pour la guérison d'un tel malade qui a telle caractéristique de maladie. Le calcul, à mon avis, et le débat dépasse la simple estimation du prix d'un comprimé ou d'un flacon ou d'un produit de Carticel. Oui, c'est une évaluation... Oui, mais on prend par exemple, vous savez tout, le monde entier, vous êtes un de ces personnes que je peux admirer qui sont capables de comprendre plein de choses. Les Chinois, par exemple, ils sont 1,5 milliard. Je pense qu'ils ont quand même pas mal de maladies, de cancers Ils vont aller comment sur ce... Est-ce qu'ils vont développer est-ce qu'ils sont en train de développer des technologies telles que la Carticel va être faite en Chine Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, à mon grand désarroi, il y a plus de protocoles thérapeutiques avec des Carticel en Chine qu'en Europe. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'universités et de centres hospitaliers chinois se sont lancés dans la fabrication de leurs Carticel locaux. Et lors des congrès de l'ASH, mais aussi de l'ASCO, dans notre discipline, on a assisté au cours des derniers mois à des présentations remarquables d'équipes chinoises. Ça ne va pas améliorer notre balance économique, mais ça va peut-être faire baisser quand même le prix des thérapeutiques et les mettre à la disposition de plus de gens. Vous voyez, c'était ça un peu l'illustration de ce que l'on veut faire dans ces JDF spéciaux, essayer de rentrer par... un petit bout de la lorgnette dans un sujet où on ressort de façon plus large, puisqu'on se retrouve en Chine. Ça vous convenait, cette discussion-là ? C'est très bien. Écoutez, je vous annonce, c'est pas un scoop, mais en tous les cas, c'est quelque chose d'important. Vous retrouverez le professeur Mohamed Mohty le mois prochain pour un nouveau numéro de Fréquence Hémato spécial JDF. Donc, au mois prochain. En attendant, portez-vous bien.